Merci pour votre invitation. Ça m'a permis d'avoir un peu chaud cet après-midi. Vous avez travaillé sur l'évaluation des thérapeutiques non médicamenteuses, qui est un sujet en fait symptomatique du sujet plus vaste de l'évaluation des prises en charge en général, et sujet qui est à un tournant aujourd'hui. En ce moment, les modalités d'évaluation, en particulier des médicaments, est en train de changer. On est à une charnière. Et en fait, les thérapeutiques non médicamenteuses ont été un catalyseur de ce changement. Alors, moi, ce dont je vous parlais, c'est des essais randomisés. Et vous avez dû remarquer qu'il y a dans la communauté des gens qui font de la recherche et qui font des évaluations, un discours de vérité assez fort autour du fait que, au cours des 50 dernières années, on est passé d'une préhistoire ou des balbutiements de l'évaluation des soins à l'enfance, à l'adolescence, et que maintenant, ça y est, on a trouvé, il y a une méthodologie qui permet de répondre à la question, que cette méthodologie, c'est les essais randomisés en double aveugle, et que la messe est dite. Voilà, et que donc, quand quelqu'un qui propose une prise en charge nouvelle, en particulier non médicamenteuse, il doit montrer que cette prise en charge est efficace, ce qui est complètement normal, naturellement, a fortiori si elle est remboursée par la sécurité sociale, auquel normalement la question ne se pose pas. Et que donc on doit l'évaluer, certes, mais qu'on doit l'évaluer à l'aide d'un essai randomisé. Et là, franchement, je crois que c'est pas bien de dire une chose comme ça. C'est pas bien. Je prends la métaphore du fait qu'aujourd'hui, l'essai randomisé est devenu un totem, c'est-à-dire qu'il est là et qu'on ne pense qu'à travers lui, et qu'il faut avoir une pensée autour de l'essai randomisé qui est une pensée scientifique, avec du recul, en se demandant, mais finalement, d'ailleurs, pourquoi tire-t-on au sort l'allocation d'un traitement? Pourquoi est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est si mieux que ça? Est-ce que c'est toujours mieux? Est-ce qu'il y a des situations où ça ne pose pas de problème? Quels sont les avantages et les inconvénients des essais randomisés? Depuis quand fait-on des essais randomisés? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient un tel succès? Etc. C'est ce que je vous propose de réfléchir un petit peu pendant cette demi-heure, et puis je serai ravi de répondre à vos questions après. Alors, en termes statistiques, le tirage au sort, il y a eu comme ça un petit feu de paille au milieu du XIXe siècle. La première expérience à randomiser que les historiens ont trouvée, parce que peut-être qu'avant les gens le faisaient, mais ça n'a jamais été publié, c'est Charles Sanders Peirce en psychologie expérimentale pour réfuter l'existence des seuils que Fechner avait trouvés dans ses lois de psychophysique. Voilà, on pourra rentrer dans le détail de ces expériences qui sont assez astucieuses. Donc il a eu l'idée de tirer au sort et pour sensibiliser la puissance de son expérience. Ça c'était milieu du XIXe siècle, et puis en fait après personne n'a utilisé la randomisation. Et c'est au début du XXe siècle, vous savez, que Fischer, le statisticien bien connu, a écrit un livre pour l'expérimentation en agronomie. C'était pas pour la médecine, parce qu'au début du XXe siècle, l'alimentation était bien plus importante que la santé. Et donc il s'intéressait au design, aux schémas expérimentaux qui permettaient au mieux d'évaluer les cultures dans l'agriculture. Et il propose de tirer au sort, et il dit faut tirer au sort, c'est ça le mieux. Et ça allait contre tout ce que les gens faisaient à l'époque. À l'époque, les gens ne tiraient pas au sort, les gens appariaient. Ce qui est bien plus naturel. Quand vous voulez comparer une intervention à un traitement contrôle, pourquoi aller tirer au sort alors que si vous, par malchance, il se peut très bien que le tirage au sort conduise à des groupes qui sont très différents les uns des autres. On est bien d'accord. Alors que si vous appariez vos deux groupes, vous prenez des gens qui sont semblables. Et donc forcément, c'était le bon sens de l'époque, forcément c'est mieux. Et Student, le statisticien bien connu aussi, c'est un nom d'emprunt, Student, c'était un statisticien des brasseries Guinness, qui faisait de la recherche à ses temps perdus, lui il militait pour l'appariement. Et en fait, en termes de statistiques, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'appariement permet d'améliorer la puissance statistique.
c'est-à-dire la probabilité de montrer qu'il y a une différence quand il y en a une. Alors que le tirage au sort, lui, c'est pas ça qu'il améliore, il améliore la fiabilité du risque de première espèce, c'est-à-dire du risque que l'on prend de dire qu'il y a une différence alors qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que quand on compare deux groupes, naturellement, il est tout à fait possible que par hasard, vous ayez mis tous les patients qui allaient bien répondre dans un bras et puis tous ceux qui n'allaient pas répondre dans l'autre bras. C'est toujours possible. Même si avec 2 fois 10 000 patients, c'est très peu probable. C'est la probabilité de gagner 20 ou 30 fois de suite au loto, donc c'est pas possible. Mais dans le fond, c'est toujours possible. Et donc le statisticien calcule ce fameux petit p qui est la probabilité que le hasard puisse expliquer à lui tout seul une différence entre les deux groupes au moins aussi importante que celle qui a été observée. Et si ce petit p est plus petit que 5%, alors on dit qu'il y a une différence statistiquement significative. Et c'est ça que tout le monde fait, que ce soit Student ou Fisher. Et alors pourquoi Fisher il disait que c'était mieux de tirer au sort? Eh bien parce que ce petit p, c'est la probabilité que le hasard puisse expliquer une différence au moins aussi importante que celle qui a été observée. Et si vous tirez au sort, c'est vraiment un hasard qui a fait les choses. Si vous ne tirez pas au sort, c'est un faux hasard. Et on sait bien qu'il y a eu des histoires où on a pris le premier nom, la première lettre du nom pour donner le produit A ou B, et que ça induit des biais. C'est-à-dire, comme ce n'était pas le hasard, alors ce P inférieur à 5%, il n'était pas très fiable. Donc on a eu comme ça, d'un côté, le risque de première espèce, c'est-à-dire le risque de faux positif, de l'autre côté, le risque de faux négatif. Fisher versus Student. Eh bien, c'est le premier qui l'a emporté. Et il l'a emporté pourquoi? Pour des raisons sociologiques. C'est que en santé, tout le monde a envie de dire que les prises en charge qu'il fait, ça marche. Donc en santé, les acteurs de terrain, les hommes politiques et les patients ont besoin de se protéger contre les faux positifs et pas contre les faux négatifs. Et ça, c'est crucial. Et ce n'était pas évident. Et donc, les utilisateurs ont préféré des designs qui permettaient d'être sûrs au moins de ce risque alpha à 5%, risque de faux positif. Mais on aurait pu très bien imaginer le contraire. Et en tout cas, c'est ça qui a fait qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les premiers antibiotiques sont arrivés, et que globalement, quand il y a eu les premiers antidépresseurs, les premiers antipsychotiques, etc., quand il y a eu une explosion de la pharmacopée, on s'est mis à faire des essais randomisés parce que le risque de faux positif était maîtrisé. Donc ça, c'est du côté méthodologique et statistique. Après, on peut regarder du côté des autorités de santé. Comment historiquement, les autorités de santé ont-elles mis au point leur stratégie d'évaluation des médicaments? Alors, la première autorité de santé digne de ce nom, c'est la Food and Drug Administration, qui a été créée au début du XXe siècle et qui a eu le bon goût de faire un travail historique sur sa propre création et sur sa propre évolution, et ces travaux sont en ligne sur le site de la FDA. Et donc, c'est très frappant, on se rend compte d'abord que FDA, c'est Food and Drug Administration, et encore une fois, l'alimentation à l'époque était très importante, tellement plus importante qu'à la création de la FDA, c'était que food et c'était pas drug. C'est-à-dire au début, on ne s'intéressait pas ni à la sécurité, ni à l'efficacité des médicaments. Et puis il y a eu le scandale de l'élixir de sulfanilamide, et ça c'est drôlement important, et ça persiste au XXIe siècle. Les scandales de santé publique sur les médicaments, c'est toujours sur la sécurité, jamais sur l'efficacité. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors qu'en termes de vie sauvée, ou de vie, je vous garantis que je suis intimement persuadé que l'efficacité compte plus que la sécurité. Mais nous sommes comme ça, nous, citoyens dans des démocraties. Les problèmes de sécurité des médicaments, ça nous interpelle, et l'histoire du Mediator est là pour nous le rappeler. Donc il y a eu l'élixir du sulfanilamide, un des premiers antibiotiques qui marchait pas très bien, mais c'était le seul qu'il y avait. On décide de faire une forme pédiatrique, et puis dans la galénique de la forme pédiatrique, on met un poison et ça tue une centaine d'enfants. Donc ça fait un scandale bien compréhensible, et là la FDA décide d'auditer les firmes pharmaceutiques, ou les proto-firmes pharmaceutiques. Donc c'est juste de l'audit de process de fabrication. Zéro statistique. Et puis, deuxième scandale après la guerre, thalidomide, vous connaissez tous, et là, on met en place des procédures pour évaluer la sécurité sur des modèles animaux, etc., etc. Et pour l'instant, on n'évalue pas l'efficacité des médicaments.
Il faut attendre 1970 pour que la FDA décide d'inclure dans ses guidelines qu'il faut évaluer l'efficacité des médicaments en plus de la sécurité. Parce que jusqu'alors, comment on faisait pour savoir, pour déterminer si un médicament était efficace ou pas? On regardait sa courbe des ventes. Avec le principe que si un médicament, si les médecins le prescrivent et si les gens l'achètent, c'est qu'il marche, sinon les gens ne l'achèteraient pas. Ce qui n'est pas complètement idiot. C'est pas complètement idiot, sauf que ça n'est qu'à moitié vrai naturellement, surtout quand vous savez que les forces de vente des firmes pharmaceutiques, c'est à peu près le même budget que la recherche et le développement. Et c'est comme ça. Et donc du coup, forcément, les prescriptions dépendent aussi du marketing du médicament. Et donc la FDA constate ça, et l'écrit textuellement, commercial success alone is not enough. Donc c'est assumé. Et donc là, la FDA se demande, mais alors comment on va faire? Parce que la sécurité, on a pris des modèles animaux et des choses comme ça. Comment on va faire pour évaluer l'efficacité? Et là, il y a eu un choix historique. La FDA s'est retournée vers ce que faisaient les académiques. Et les académiques faisaient des essais randomisés. Et donc ils se sont dit, donc on va prendre des essais randomisés. Mais alors, ça paraît évident, mais en fait, pas du tout. Et même potentiellement, ce choix est bizarre. Parce que les académiques, eux, ils se posaient quoi comme question? J'ai une nouvelle molécule, est-ce que cette molécule a un effet dans la maladie? Alors qu'en fait, la FDA, c'est pas du tout est-ce que la molécule a un effet, c'est moi, Institut, autorité de santé nationale, je dois décider si la population états-unienne doit bénéficier de ce produit. C'est pas la même question que de savoir si la molécule est à une efficacité ou pas. Et on aurait pu même imaginer que la FDA mette d'emblée des études médico-économiques dans ses guidelines pour mesurer l'efficacité. Puisque, après tout, la vraie question, quand on a un produit de santé, c'est est-ce que le bénéfice qu'il apporte est en rapport avec l'argent qui coûte à la société et aux patients? Par rapport, naturellement, pondéré par les effets secondaires. C'est ça la vraie question. Or, l'essai randomisé, naturellement, à l'époque, ne répondait absolument pas à cette question. Alors pourquoi la FDA n'a pas été interpellée par ces considérations de santé publique? Parce qu'il y avait peu de nouveaux médicaments et qui ne coûtaient pas très cher. Et donc, tout nouveau médicament qui arrivait et qui marchait, en fait, il était remboursé de fait. Et donc, ce qu'il fallait montrer, c'était que le médicament marche. Et puis en plus, l'autre problème qui est quand même incroyable, c'est qu'avec les médicaments, c'est le fabricant du médicament qui évalue lui-même si son médicament marche ou pas. Vous imaginez, aujourd'hui on est en train de disserter sur les conflits d'intérêts dans notre société, et aujourd'hui c'est l'industriel qui fabrique le médicament avec lequel il va gagner des milliards d'euros, le chiffre d'affaires des grands médicaments c'est plusieurs milliards d'euros par an. Il va gagner des milliards d'euros avec son médicament et c'est lui qui évalue l'efficacité de son médicament. Quand on y réfléchit, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Pourquoi on a fait comme ça? Et c'est pour une réaction complètement absurde, c'est qu'on a pensé que c'était très bien parce que comme ça, c'était l'argent des firmes pharmaceutiques qui servait à évaluer les médicaments. C'était pas l'argent de la société. Sauf qu'en fait, naturellement, l'argent des firmes pharmaceutiques, il vient de la société puisque c'est nous qui payons les médicaments. Donc ce système est complètement déraisonnable, naturellement. Tout le monde le sait, mais c'est très difficile à changer. Et tout le monde sait qu'il vaudrait mieux que les essais de phase 3, c'est-à-dire les vrais essais randomisés, ne soient pas faits par les firmes pharmaceutiques. C'est évident, c'est une simple question de bon sens. Et donc, en tout cas, comme les firmes sont en conflit d'intérêts majeur lorsqu'elles évaluent leurs propres produits, eh bien, il a fallu que la méthodologie d'évaluation des médicaments soit d'une solidité et d'une simplicité absolue pour qu'on soit à peu près sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille. Parce que quand vous avez des milliards d'euros en jeu, vous êtes sûr qu'il risque d'y avoir des embrouilles derrière. C'est humain. Et donc, quelle est la méthodologie la plus simple pour évaluer des médicaments? Les essais randomisés. Et ça, c'est vrai. Et ça, l'essai randomisé est la stratégie la plus efficace et la plus convaincante pour répondre à une question thérapeutique simple. Voilà. Et ça, chapeau, donc très bien. Donc c'est un instrument qui a un grand intérêt. L'essai randomisé permet d'apporter la réponse la plus convaincante à une question thérapeutique simple. Et la question thérapeutique la plus simple, c'est est-ce que le produit A est plus efficace que le produit B, si possible un placebo par exemple. Et donc, ça c'est une question élémentaire. Alors,
Donc bravo, l'essai randomisé permet de répondre à cette question. Le problème, c'est que la plupart des questions thérapeutiques ne sont pas simples. Et je dirais, a fortiori, dans le domaine des interventions non médicamenteuses. Et on l'oublie pas trop, ça encore, qu'en fait, on sait toujours que dans une pathologie donnée, il y a des sous-catégories de patients qui sont meilleurs répondeurs que d'autres. Et qu'une grande question thérapeutique, c'est de savoir quels sont les patients qui vont le mieux répondre au traitement. Eh bien, l'essai thérapeutique ne sait pas faire ça, ou il sait le faire très mal, puisque statistiquement, ça correspond à un test d'interaction qui a une puissance statistique très faible. Donc déjà, cette question, il n'y arrive pas. Et puis en plus, on oublie que l'efficacité d'un médicament, ça n'est pas que l'efficacité du médicament, c'est l'efficacité du médicament et de tout le contexte qui fait qu'il est prescrit d'une certaine façon. Parce que le contexte, la relation médecin-malade, le conjoint, etc., va faire que le patient va prendre son médicament ou pas. Et vous savez qu'aujourd'hui, le principal problème qu'on a avec les médicaments, c'est que les gens ne les prennent pas, que ce soit les antibiotiques, les antidiabétiques, les antihypertenseurs, et même les médicaments dans le sida ou dans le cancer. Même dans le cancer. Or, dans aucun essai randomisé, on étudie la place du contexte dans l'efficacité du médicament. Et bien entendu, dans les soins non médicamenteux, le contexte est encore plus important puisque le thérapeute, en général, le thérapeute est l'objet du soin. Et il est spécifique, c'est-à-dire qu'une pilule est reproductible, un thérapeute est moins reproductible. Tous les thérapeutes ne sont pas complètement indépendants les uns des autres. Un chirurgien viscéral est un chirurgien viscéral, tous ils ont à peu près la même formation, sauf que tout le monde sait qu'il vaut mieux, dans un CHU donné, quand on connaît un petit peu, on sait qu'un tel, il est plutôt spécialisé là-dedans, et que si c'est une autre intervention qu'il faut faire, ben, il vaut peut-être mieux attendre une semaine que son collègue revienne de vacances. Voilà, c'est comme ça. Et toutes les interventions non médicamenteuses sont sujettes à un contexte qui fait que c'est plus compliqué. Et comme c'est plus compliqué, eh bien le design de l'essai randomisé est moins adapté. Alors, rentrons un petit peu plus dans le détail. L'essai randomisé, finalement, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Donc, je reviens sur ce qu'il fait, parce que c'est très important, parce que comme je vais lui casser du sucre dessus, il ne faut pas être non plus dans le nihilisme méthodologique en se disant que les essais randomisés, ça ne sert à rien. Non. Quand vous avez une question simple et que vous voulez être convaincant, or, c'est vrai qu'il faut bien constater que dans le domaine de l'évaluation des soins, il faut se battre pour montrer que nos soins sont efficaces. Et donc on veut être convaincant. Et donc, du coup, on va avoir tendance, tout naturellement, à vouloir utiliser la stratégie méthodologique la plus convaincante, donc l'essai randomisé. Et c'est pour ça qu'ils ont un tel succès. Ok. Alors maintenant, regardons de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font mal? Alors, 1, ils ne répondent pas à la question du contexte. 2, ils ne répondent pas bien aux patients bons répondeurs. 3, il y a un énorme problème de généralisabilité des résultats. C'est-à-dire, un essai randomisé positif, vous pouvez être à peu près sûr qu'effectivement, dans le cadre de l'essai, on peut dire que A ne marchait que B quand l'essai est positif. Néanmoins, quand c'est votre patient à vous, est-ce que A va être meilleur que B? Alors c'est ça votre question à vous que vous vous posez quand vous êtes soignant. Et là, c'est très difficile à partir des résultats d'un essai. Aujourd'hui, les essais sont tellement lourds à faire, il y a des contraintes méthodologiques telles qui sont faites dans plein de pays, qu'ils sont faits par des cliniciens qui sont dans des CHU, qu'il y a des critères d'inclusion où les patients ne sont pas très vieux, n'ont pas beaucoup de pathologies associées, etc. Donc du coup, oui, A est meilleur que B à l'intérieur de l'essai, mais ça veut dire quoi vraiment sur l'utilité de A quand A va être prescrit par un médecin généraliste? Et alors quand c'est un soin non médicamenteux, c'est exactement la même chose. Vous allez faire un essai randomisé, mais toujours quand il y a un essai randomisé dans une thérapeutique non médicamenteuse, ce sont les grands militants de cette thérapeutique non médicamenteuse qui vont faire l'essai. Et en général, ces grands militants sont des grands spécialistes de la thérapie non médicamenteuse. Quand c'est un chirurgien qui veut montrer l'intérêt de la célioscopie dans l'appendicectomie par rapport à la chirurgie à ventre ouvert, vous allez avoir un grand spécialiste de la célioscopie. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'un chirurgien lambda qui vient de terminer son clinica, les résultats de l'essai sont comparables? Donc on a un véritable problème de généralisabilité. Et puis en plus,
on a une pensée magique autour de l'essai randomisé qui est particulièrement délétère. Je prends un exemple, vous avez peut-être tous entendu dire, sûrement même tous entendu dire, que l'essai randomisé, c'est le seul qui permet d'affirmer qu'il y a une relation de causalité entre l'intervention thérapeutique et la guérison, ou en tout cas l'efficacité clinique. Que quand c'est pas randomisé, on ne peut pas parler de causalité. Alors, dans nos sociétés occidentales, la causalité, c'est important. Et donc, ça clôt le débat. Et à force de l'enseigner, un jour, avec l'aide des étudiants qui m'interrogeaient sur cette question, d'où ça sort cette histoire de causalité, j'ai regardé un petit peu, eh bien, figurez-vous que ça n'est pas vrai. Tout simplement, c'est écrit dans plein de livres, et ça n'est pas vrai. Alors, vous allez vous dire, il dit que c'est pas vrai alors que c'est écrit dans plein de livres. Alors, d'abord, premier point, la causalité, ça veut dire quoi? Vous êtes au courant qu'il y a 2500 ans de philosophie occidentale et qu'à peu près tous les auteurs, tous les philosophes qui ont écrit sur la causalité ont leur point de vue personnel sur la question. Hein? Vous avez causalité, responsabilité, et puis vous avez, il y a un philosophe écossais que j'adore, qui dit causalité, c'est une habitude de l'esprit. C'est-à-dire, nous, êtres humains, on voit des causes partout, mais en fait, dans la nature, ça n'existe pas. La nature, elle est comme elle est, le temps s'écoule, il y a des choses qui se succèdent, mais la causalité, c'est que dans la tête des hommes. Et vous avez, un peu dans la même ligne, Auguste Comte qui dit la causalité, c'est de la métaphysique. Ça échappe à la science. Alors, si la causalité, c'est de la métaphysique, ça échappe à la science, alors pourquoi l'essai randomisé permet de garantir la causalité? Parce que l'essai randomisé permet de garantir la causalité à la condition que l'on accepte comme définition de la causalité la définition des statisticiens qui font des essais randomisés. Et c'est vrai. C'est-à-dire, c'est une définition dite contrafactuelle. C'est-à-dire, alors la causalité, ça serait, A est vraiment la cause de la guérison, donc j'ai donné A au patient, il a guéri. Alors, comment être vraiment sûr que A est la cause? Alors, il faudrait cloner tout l'univers, c'est-à-dire, tout d'un coup, on prend un autre univers, il est exactement pareil, sauf qu'à A, au même patient, dans le même univers, on va lui donner B au lieu de lui donner A. Et s'il ne guérit pas, alors on dira, comme toutes choses sont égales par ailleurs, comme il a guéri avec A et il n'a pas guéri avec B, donc c'est à cause de A qu'il a guéri. Alors, pourquoi pas? Sauf que le problème, naturellement, c'est que c'est impossible de cloner un univers. Le paradigme contrafactuel est incompatible avec la réalité expérimentale. Alors comment ils ont fait? Ils ont dit, alors, on ne va pas prendre un sujet, on va tirer au sort des sujets, et en fait, on va prendre un sujet moyen sur 200 sujets, on va prendre 200 sujets à gauche, on va prendre le sujet moyen, et puis on va prendre 200 sujets à droite, et on va prendre les sujets moyens. Et donc on va avoir un sujet moyen avec A, et un sujet moyen avec B, et donc ça va être une épreuve contrafactuelle avec des sujets moyens. Mais en termes philosophiques, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Vous montrez que la causalité marche sur des sujets moyens. Mais qu'est-ce que c'est qu'un sujet moyen? Ça n'a aucun sens. Ça n'existe pas. C'est une représentation abstraite. Et c'est là-dessus que repose cette phrase qu'il y a dans tous les manuels, l'essai randomisé garantit la notion de causalité. Alors, à ce stade, on peut se dire, quelle devrait être la place des essais randomisés? Et est-ce qu'il n'y a pas une alternative aux essais randomisés? Alors, quelle doit être la place des essais randomisés dans l'évaluation des prises en charge en santé? Revenons à ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous avez besoin d'être convaincant, alors il faut faire un essai randomisé. L'essai randomisé a l'avantage d'être une méthodologie simplissime, c'est-à-dire vous prenez des patients, des critères d'inclusion, vous tirez au sort, vous prenez 2 traitements, vous avez un critère d'efficacité, à la fin vous avez un test statistique et un test T, si le P est plus petit que 5%, ça marche, sinon ça ne marche pas. Alors, naturellement, vous avez compris que ce qui n'est pas si facile que ça, c'est de définir les critères d'inclusion, de définir les traitements comparateurs, de définir les critères d'efficacité. Tout ça n'est pas simple, mais c'est le bon côté des autorités de santé, la FDA, l'EMA, l'Agence japonaise du médicament, les industriels, les firmes pharmaceutiques, les académiques se sont regroupés dans un consortium qui s'appelle le consortium ICH,
et ont édité 15 000 pages de guidelines en disant, ben alors dans telle maladie, dans la polyarthrite rhumatoïde, les critères d'inclusion c'est ça, les traitements efficaces aujourd'hui c'est ça, et les critères d'efficacité, c'est l'échelle visuelle analogique de la douleur, plus un score fonctionnel, plus l'interligne articulaire, etc. Voilà. Les gens se sont mis d'accord au niveau de la planète sur les critères d'inclusion, les traitements comparateurs, les critères d'efficacité. Et il faut être honnête, ce qu'ils ont fait, c'est bien. Dans la plupart des maladies, vous avez comme ça des guidelines méthodologiques très ponctuelles. Donc une fois que vous avez réglé le problème du design randomisé, tout est déterminé aujourd'hui. Si vous voulez développer un nouveau médicament dans la sclérose en plaques, vous avez plein de tiroirs à ouvrir et vous pouvez faire votre design d'essai sans réfléchir. C'est automatique. Comme c'est automatique, ça protège la société des conflits d'intérêts avec les firmes. Et donc du coup, effectivement, dans ce cas précis, les essais randomisés sont très utiles. Mais vous vous intéressez aux soins non médicamenteux. Et donc du coup, est-ce que cette utilité de l'essai randomisé qui est manifeste dans ce cas-là, est-ce qu'elle est aussi importante quand on a un soin non médicamenteux? Alors oui et non. C'est vrai qu'il y a des conflits d'intérêts aussi avec les soins non médicamenteux. Alors, c'est un peu des conflits d'intérêts financiers, naturellement. Quand on parle de l'ostéopathie, l'acupuncture, les chirurgiens, les psychanalystes, etc., il y a de l'argent en jeu. Mais ce n'est pas de l'argent au même niveau que les firmes pharmaceutiques. Vous n'avez pas des actionnaires, etc. C'est de l'argent qui est décomposé au niveau de plein d'acteurs. Non, le conflit d'intérêts joue beaucoup au niveau du pouvoir, du narcissisme. C'est-à-dire qu'un soignant, un psychanalyste, un ostéopathe, pouvoir montrer que ce qu'il fait, ça marche, bien sûr que c'est extrêmement important pour eux. Ça n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de narcissisme, de justifier son existence, de justifier que le fait que ce qu'il fait tous les jours, ça sert à quelque chose à la société, que ce n'est pas n'importe quoi. Et donc oui, naturellement, il y a un investissement émotionnel énorme des acteurs dans leur process d'évaluation des prises en charge. Et donc oui, du fait de ce conflit d'intérêts, il faut une méthodologie qui résiste au conflit d'intérêts, et c'est vrai que l'essai randomisé va permettre d'être plus rigoureux. D'accord. Sauf que on n'est quand même pas au même niveau de conflit d'intérêts que les firmes pharmaceutiques, quand même. Et puis, il y a les inconvénients, tous les inconvénients que je vous ai cités tout à l'heure. Le traitement comparateur, par exemple, il peut devenir très compliqué dans une intervention non médicamenteuse. Les critères d'efficacité aussi. Et là, on n'a pas toutes les guidelines ICH à notre disposition. Alors, donc oui, il y a une place pour les essais randomisés dans l'évaluation des thérapeutiques non médicamenteuses. C'est une place, en particulier pour être convaincant, mais il y a aussi la place pour faire autre chose. Alors, cette autre chose, c'est quoi? Moi, je vois deux points. Premier point, des études qui relèvent de l'anthropologie médicale. On a besoin et on manque d'informations sur ce qui se passe dans la vie des gens quand ils rentrent dans un processus de soins. On vient de se rendre compte, par exemple, ça s'appelle l'étude du fardeau du traitement, qu'un patient diabétique, s'il suit toutes les guidelines officielles pour bien prendre en charge son diabète, ça lui prend 2 heures par jour. Et on s'étonne après que les gens ne font pas ce qu'on a envie de faire. Et donc, on est à un stade où le soin prend une telle place dans la vie des gens, comme en plus ils ont plusieurs pathologies, ça devient quelque chose d'infernal, et il y a vraiment une vraie nécessité de savoir, dans la vie des gens, comment le soin interfère avec ce qui se passe dans leur couple, avec leurs enfants, avec leur métier, etc., etc. Et il est possible, et même vraisemblable, que des prises en charge différentes n'ont pas le même impact dans le déroulement de la vie des gens, au-delà de la simple amélioration de leur tableau symptomatique. Alors, et là, il n'y a que des approches qualitatives sur des petits nombres de sujets qui vont permettre d'avoir des réponses à ces questions. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les approches qualitatives ne sont pas en odeur de sainteté, en général dans la science et en particulier dans le monde biomédical. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça change un petit peu. C'est que ces approches qualitatives sont faites avec de plus en plus de rigueur et qu'on a de très beaux papiers qui sortent. Je vois dans ma spécialité, la pédopsychiatrie, on a eu les représentations que se font les anorexiques du repas familial
eh bien, pour nous, ça a été une révélation. Ça a été une révélation de voir à quel point le repas familial était perçu comme extrêmement douloureux par les patientes. Et que du coup, il y a des pistes thérapeutiques qui sortent de ça. Éventuellement, il vaut mieux qu'elle mange toute seule plutôt que de manger avec l'ensemble de la famille, où c'est très difficile pour tout le monde. Donc oui, les études qualitatives commencent à prendre une réelle importance, y compris dans les revues internationales à comité de lecture. Et puis l'autre point, ce sont les grandes études de cohorte. On assiste maintenant à une informatisation qui commence à être assez poussée des assurances maladie. Alors là où ça se passe très bien, c'est aux États-Unis et en Amérique du Nord en général, parce qu'on a des assurances privées qui ne remboursent qui remboursent le médecin à hauteur des pathologies qu'il soigne. Et donc le médecin doit renseigner avec beaucoup de précision les tableaux cliniques de ses patients, ainsi que tous les soins qu'ils reçoivent. Et on peut avoir plusieurs millions de sujets dont les dossiers sont complètement informatisés, et à partir de ces dossiers informatisés, sur des millions de sujets, on peut faire des études statistiques qui vont permettre de passer le cap du problème du biais d'indication qui est maîtrisé par la randomisation. Quand on ne tire pas au sort, il est tout à fait possible que le médecin ait prescrit le médicament A ou la thérapie A plutôt que la thérapie B, pas par hasard, mais parce qu'il pensait que ça allait marcher sur un patient particulier, parce qu'il était plus jeune, parce que c'était un homme, parce qu'il travaille, ou parce qu'il ne travaille pas, parce qu'il est hypertendu, etc. Et on ne sait jamais tous les déterminants qui font qu'un médecin va prescrire une prise en charge plutôt qu'un autre. Et donc, du coup, c'est très difficile, quand on voit des différences entre les groupes, de savoir si ça vient de l'efficacité réelle de la prise en charge ou si ça vient du profil a priori différent des patients. Mais quand vous avez comme ça plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions de sujets, vous pouvez faire des modèles statistiques qui permettent dans une certaine mesure, et même dans une large mesure, de se soustraire de ce biais d'indication. Et on a de plus en plus de travaux de ce type, et on va en avoir de plus en plus en France, avec la possibilité d'accéder aux données de l'assurance maladie, et peut-être un jour avec un dossier informatisé, un dossier médical informatisé, où on pourra avoir en plus des consommations de médicaments, on aura des informations cliniques. Et les soins médicamenteux pourront bénéficier de tout ça. Et donc je pense que dans l'avenir, l'évaluation des soins non médicamenteux, c'est cette triple approche. Une approche qualitative, anthropologique. L'ostéopathie, par exemple, on touche quelqu'un, qu'est-ce que ça fait vous savez qu'en médecine, on évite de toucher les gens maintenant, pour des raisons multiples. Et que l'ostéopathe y touche, et que peut-être que dans la vie des gens, de sentir quelqu'un qui s'occupe de votre corps, c'est important, et que peut-être que c'est ça finalement qui participe à la satisfaction qu'ils ressentent de leurs soins, et que c'est tout à fait estimable, après tout, puisque ce sont des citoyens qui payent leur assurance maladie, ils ont peut-être aussi le droit de pouvoir bénéficier des soins dont ils ont envie. Donc une approche qualitative, des essais randomisés, parce que ponctuellement, vous pouvez avoir une vraie question à laquelle vous souhaitez répondre, et donc vous pouvez organiser 1 ou 2 essais, mais pas plus, parce que ça coûte très cher, c'est très lourd à faire, et ça ne répond qu'à quelques questions très circonscrites. Et puis, systématiquement, analyser les données de l'assurance maladie au fil du temps, pour voir comment évoluent les prescriptions, les prises en charge, les coprescriptions, les comorbidités, les devenirs des patients, et en construisant des modèles statistiques qui permettent d'avoir un panorama beaucoup plus riche, peut-être un tout petit peu moins solide statistiquement, mais beaucoup plus riche du devenir de vos patients. Voilà, je suis arrivé à bout de mon temps de parole, je vous remercie pour votre attention.